Bonjour à tous, aujourd'hui 23 décembre, et oui 23 décembre, sur la route en direction d'Espérance, et oui, et oui. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont je voulais vous parler depuis longtemps, donc le sujet des aborigènes. Un petit peu d'histoire, donc les aborigènes sont arrivés, enfin les ancêtres des aborigènes sont arrivés il y a environ 40 000 ou 50 000 ans en Australie, donc par le fameux continent dont je vous ai parlé, le continent Sahul, donc, qui permettait de passer à pied d'Indonésie jusqu'en Australie, jusqu'en Tasmanie. Voilà, et donc la montée du niveau des océans donc, a fait que ces aborigènes ont vécu isolés du monde pendant des milliers d'années, jusqu'en 1788 où le fameux navigateur anglais Thomas Cook débarque et déclare cette terre, la terre australienne, Terra Nullius, donc terre inhabitée. Moi je trouve que c'est un peu gonflé parce qu'il a quand même vu les aborigènes. Enfin bon, il déclare cette terre non habitée. Il y avait environ 500-600 000 aborigènes sur tout le territoire australien. Donc il s'ensuit donc bien sûr une arrivée des colons, donc les années suivantes, les dizaines d'années suivantes, et les colons arrivent et bien sûr s'installent là où la vie est facile, enfin facile entre guillemets, où il y a de l'eau sur les côtes et il y a déjà bien sûr les aborigènes. Alors au fil du temps les aborigènes sont repoussés de plus en plus loin et dans des contrées qui sont bien sûr beaucoup plus difficiles à vivre. Et les aborigènes à un moment ou à un autre commencent un petit peu, pas à se révolter, mais à aller prendre la nourriture là où elle est, donc dans les champs des fermiers colons, aller piller le bétail dans les champs des fermiers colons. Et donc tout ça crée des heurts, même plus que des heurts d'ailleurs, puisque il y a des meurtres, des assassinats. Et donc c'est une période difficile, ce début du 19e siècle. En 1928, il y a le massacre de Coniston, qui reste dans les dates, dans les mémoires, des historiens. Et puis ce qui a vraiment marqué, je crois, tout le peuple aborigène, c'est justement ces fameuses générations volées. Donc alors qu'est-ce que c'est que ces générations volées? Tout simplement les enfants métis, donc nés d'une mère aborigène et d'un père, si on peut dire, oui, d'un père colon blanc, étaient enlevés. Ils sont enlevés à leur famille, tout simplement surtout à leur mère, pour être éduqués selon le christianisme. Donc on les emmène dans des missions et on les élève, on leur apprend à écrire. Alors ça part d'une bonne intention, c'est vrai, puisque on disait que ça permettrait de les intégrer plus facilement, mais très vite on s'aperçoit que ces enfants après finissent comme larbins dans les fermes chez les colons, donc donc c'est pas très glorieux. Donc c'est une période très difficile. Il y a un très beau film qui s'appelle Rabbit Proof Fence, en français le chemin de la liberté. Je vous conseille d'aller voir ce film qui est une histoire vraie, donc de 3 sœurs aborigènes qui sont enlevées bien sûr et qui réussissent à s'échapper, à s'évader. Très belle histoire. Je vous conseille d'aller voir, de vous procurer ce film et de le regarder bien sûr. Ensuite donc arrive la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 1947, le gouvernement australien décide vraiment d'entamer un processus d'intégration des aborigènes. Voilà, ça fait 70 ans, il y a encore beaucoup de choses à faire. Des petits pas ont été faits, mais bon, c'est pas encore gagné, loin s'en faut. Autre date, 1962, donc droit de vote des aborigènes, droit de vote fédéral des aborigènes. 1968, les aborigènes sont enfin comptés dans le recensement australien. 1971, un moment important, puisque c'est le premier aborigène qui est élu au Parlement australien. Neville Bonner, il s'appelait. Donc c'est un moment important. En 1976, ce fameux Aboriginal Act Land Right, donc le fameux droit pour les aborigènes de faire valoir leur terre, soit parce qu'ils appartenaient à leurs ancêtres, leurs parents, leurs grands-parents. Alors ça a été difficile parce que, comme je vous le disais, il y a quelque temps, l'écriture n'existe pas chez les aborigènes, donc il n'y avait pas d'acte, des choses comme ça. Mais certains ont pu faire valoir leurs droits, et donc ça c'est parfait. Et puis après la date suivante, c'est 2008. C'est les excuses publiques du Premier ministre de l'époque, Kevin Todd, qui s'excuse donc publiquement pour toutes les exactions commises par les colons dans le début du 19e siècle. Il y a d'ailleurs un Sorry Day donc, qui a été instauré en Australie, donc le jour des excuses, qui a lieu, je crois, qui est 2 semaines ou une semaine avant le jour de la fête nationale australienne. Voilà un petit peu donc pour les grandes dates. Alors j'ai passé volontairement une date, c'est l'année 2000, parce que pour moi l'année 2000 aurait peut-être pu être cette grande année qu'on attendait justement pour la réconciliation, l'intégration, enfin entre guillemets la paix entre les Australiens aborigènes et les Australiens non aborigènes. En effet, c'est les Jeux Olympiques de Sydney
énorme moment quand, bien sûr, Cathy Freeman, donc athlète aborigène, allume la flamme olympique devant plus d'1 milliard de téléspectateurs. Là, on se dit oui, enfin, tout le monde va prendre conscience et les Australiens ont envie, le gouvernement et les aborigènes ont envie vraiment de faire un pas l'un vers l'autre. Et puis, autre moment important et extrêmement émouvant, et c'est la seule fois où le CIO a autorisé un athlète ou une athlète à avoir 2 drapeaux pour faire un tour d'honneur, parce que bien sûr, Cathy Freeman gagne le 400 mètres olympique, devient championne olympique, médaille d'or, et fait un tour d'honneur avec les 2 drapeaux, le drapeau aborigène dans une main et le drapeau australien dans l'autre. C'est un grand moment. Mais malheureusement, une fois que la fête est terminée, les lampions sont éteints, et bien on oublie tout. Et Cathy Freeman donnera une interview 10 ans après en disant que finalement, rien n'a vraiment changé. Et je peux confirmer par exemple qu'en 2007 avec l'or, quand on est passé à Laverton, donc c'était quand même 7 ans après, c'est une petite ville du Western Australia, on a voulu aller prendre, enfin non, on était prendre une bière dans un bar, et bien il y avait encore 2 entrées. Il y avait une entrée pour les aborigènes, une entrée pour les blancs. Voilà, et quand on a demandé au gérant si c'était pas une forme de racisme, il a dit non, pas du tout, simplement c'est quand, voilà, quand ils sont sous, ça évite qu'ils se tapent dessus les uns les autres. Donc on a séparé les bars en 2. Mais c'était en 2007 quand même, hein, donc ça laisse un petit peu voir qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire, je crois. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi un rapport de l'ONU, hein, qui date d'une dizaine d'années à peu près, peut-être un petit peu plus, qui a fait un classement de, je crois, 120 ou 130 pays, il me semble, au monde, par rapport à l'intégration des minorités de chaque pays. Eh bien, les 2 plus mal classés, j'ai bien les 2 plus mal classés sur 150 pays, je crois, environ 150 pays, c'est la Chine. Bon, la Chine, ça ne me surprend pas parce que voilà, la liberté, c'est quand même pas la première chose. Ça les excuse pas, ils ont plein de choses à faire encore pour améliorer ça, mais bon, ça me surprend pas trop. Par contre, l'Australie, oui, dernière l'Australie, ça c'est vraiment une... Voilà, pour moi, c'est une démocratie, l'Australie, et encore plus, le paradoxe, c'est qu'ils ont eu une politique de 50 ans d'émigration où ils ont ouvert leurs frontières à toutes sortes d'émigrés, c'est-à-dire les Asiatiques, les Européens, enfin tout, et tout s'est parfaitement déroulé, tous les émigrés sont parfaitement intégrés, vous pouvez aller à Perth, à Melbourne, tout se passe bien, mais ils n'ont pas su intégrer leurs 450 000 aborigènes. Ça, c'est vraiment une... Voilà, c'est dommage, et ça reste quelque chose de très, très difficile à exprimer en Australie. Les Australiens n'aiment pas parler de ça. Il faut savoir aussi que par exemple, vous voyez comme quoi la vie d'aborigène n'est pas facile, l'espérance de vie des aborigènes, des Australiens aborigènes par rapport aux Australiens non aborigènes est de 10 à 15 ans inférieure encore aujourd'hui. Donc ils vivent dans des conditions bien sûr très difficiles, regroupés dans des communautés très très loin de tout, dans le centre du pays où il fait très chaud, où voilà, l'accès aux soins n'est pas forcément le plus important et le plus facile. Alors je crois que voilà, dans une intégration, il y a celui qui intègre et celui qui est intégré. Je crois qu'il faudra vraiment des compromis des 2 côtés, sinon ils n'y arriveront pas, des vrais compromis. Et puis je pense aussi que ça sera certainement grâce aux générations futures, car il faudra vraiment, si on veut intégrer les uns et les autres ensemble, il faudra vraiment le faire de le plus jeune âge, car c'est là où je pense qu'on pourra gommer toutes les différences sans oublier ce qui s'est passé, mais du moins voilà, pardonner et avancer. Voilà un petit peu ce qu'était ma réflexion. Voilà, sur ce je vous dis à ciao ciao, portez-vous bien, salut à toutes, salut à tous, bye bye. Tom sur la dernière vidéo, et veuillez entendre James Cook au lieu de Thomas Cook, le premier qui a mis le pied en Australie, et veuillez entendre Kevin Rudd pour le Premier ministre qui a fait ses excuses publiquement. Voilà. Ciao ciao, à bientôt, salut à toutes, salut à tous.